Occupez-vous en vous-même. Nous n'avions pas le choix. Ce sont les seuls mots que ma mère a pris la peine de me laisser après avoir abandonné tout ce que nous avions construit ensemble pendant 22 ans. Je suis restée là, dans l'allée fissurée de Sacramento, en Californie, à regarder les boîtes en carton qui contenaient toute ma vie, et à regarder des étrangers regarder à travers ce qui était la fenêtre de ma chambre. Je m'appelle Danielle Price et j'ai 22 ans. Je viens de terminer ma 3e année à l'université Northwestern, où j'étudie la cybersécurité en rêvant de décrocher un poste dans l'une des grandes entreprises technologiques de la Silicon Valley. Les examens de fin d'année avaient été absolument brutaux ce printemps-là, 3 nuits blanches d'affilée, à survivre grâce à des boissons énergisantes et à une détermination sans faille. Mais l'idée de rentrer à la maison, de dormir dans mon propre lit et de voir mes parents m'a permis de surmonter ces dernières semaines. J'avais même acheté un petit cadeau pour ma mère lors de mon escale à Chicago, une tasse en céramique avec l'inscription World's Best Mom, meilleure maman du monde, peinte en lettres jaunes joyeuses. Le trajet en bus de Chicago à Sacramento a été inconfortable, mais j'étais trop excitée pour dormir. Je n'arrêtais pas de m'imaginer franchir la porte d'entrée, sentir l'odeur des fameuses crêpes du week-end de mon père et parler à mes parents de mes perspectives de stage. Le professeur Williams m'avait recommandé pour un poste d'été à Nexora Lab, et j'avais hâte de partager la nouvelle. Lorsque le taxi m'a déposé au 1247 Oakwood Street ce mardi matin, j'ai tout de suite eu l'impression que tout allait mal. La pelouse était complètement morte, des taches brunes parsemant ce qui était autrefois le jardin de fleurs prisé de ma mère. Les rideaux avaient disparu de toutes les fenêtres, donnant à la maison un air creux et abandonné, mais c'est le panneau rouge vendu, planté à l'endroit où se trouvait notre boîte aux lettres qui m'a fait tomber l'estomac à terre. Je me suis approché lentement du porche, mon sac de sport s'alourdissant à chaque pas. C'est alors que je les ai vus. Des cartons empilés négligemment à côté des marches de l'entrée, étiquetés avec du ruban adhésif dans l'écriture de ma mère. La chambre de Danielle. Les livres de Danielle. Les vêtements de Danielle. Des sacs poubelles remplis de ce qui ressemblait à mes vieux manuels scolaires et à mes manteaux d'hiver étaient glissés entre les cartons comme s'il s'agissait d'une réflexion après coup. Un morceau de papier de cahier était collé à la porte d'entrée, flottant légèrement dans la brise du matin. Je l'ai arraché d'une main tremblante et j'ai lu le message qui allait tout changer. Occupez-vous en vous-même. Nous n'avions pas le choix. Maman. Pas d'avertissement. Pas de coup de fil. Pas d'explication. Juste ces mots froids et dédaigneux et toute mon enfance éparpillée dans l'allée comme un déchet indésirable. J'ai cherché mon téléphone et j'ai composé le numéro de ma mère, mes mains tremblant tellement que j'avais du mal à appuyer sur les touches. Le sentiment inquiétant qui s'était installé dans ma poitrine était sur le point d'exploser en quelque chose de bien pire. Ma mère a décroché à la 3e sonnerie, sa voix portant ce ton familier d'irritation qu'elle réservait aux télévendeurs et aux interruptions inattendues. Qu'y a-t-il, Danielle ? Je suis occupée. Qu'est-ce qu'il y a ? Je répète, la voix fêlée. Maman, je suis devant notre maison. Et il y a un panneau vendu dans la cour. Toutes mes affaires sont dans des cartons dans l'allée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, ça. Elle soupire lourdement, comme si ma détresse n'était rien d'autre qu'un inconvénient mineur. Nous avons dû vendre rapidement. Le marché était bon et nous avons reçu une offre que nous ne pouvions pas refuser. Nous repartons à 0 en Floride. La Floride ? La Floride ? Quand ? Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Les questions fusent, toutes plus désespérées les unes que les autres. Tu es une adulte maintenant, Danielle. Tu trouveras une solution. Nous ne pouvions pas attendre ton emploi du temps. Ces mots m'ont frappé comme des coups de poing. Ta cousine Patricia nous a trouvé un endroit génial à Tampa. Le climat est meilleur pour l'arthrite de ton père. J'ai pressé ma main libre contre mon front, essayant d'assimiler ce qu'elle me disait. Mais qu'en est-il de ma chambre ? Mes affaires ? Où suis-je censée aller ? Tu as 22 ans. Tu devrais être indépendante maintenant, de toute façon. La plupart des jeunes de ton âge vivent déjà seuls. La cruauté désinvolte de sa voix m'a serré la poitrine. Nous t'avons fait une faveur, vraiment. Maintenant, tu es obligé de grandir. Une faveur ? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Tu as vendu la maison de mon enfance sans me le dire et tu as laissé mes affaires à la rue comme des ordures. En quoi est-ce une faveur ? Ne sois pas si dramatique. Tout est dans des cartons.
Rien n'est abîmé. Elle a fait une pause, et j'ai entendu la voix de mon père en arrière-plan, même si je n'ai pas pu distinguer les mots. Écoutez, nous devons partir. Nous avons rendez-vous avec un agent immobilier pour notre nouvel appartement. Tu es intelligente. Tu trouveras quelque chose. La ligne s'est coupée. J'ai fixé l'écran de mon téléphone avec incrédulité, voyant mon reflet dans la surface noire, pâle, choqué. Abandonné. 22 ans de dîner en famille, de fêtes d'anniversaire, de matins de Noël et d'histoires à dormir debout réduit à un « tu trouveras bien ». J'ai essayé d'appeler mon père, mais je suis tombé directement sur sa boîte vocale. Son message d'accueil joyeux, enregistré il y a des années, m'a semblé être une blague cruelle. Vous êtes bien chez James Price. Laissez un message et je vous rappellerai. Mais je savais qu'il ne le ferait pas. Ni l'un ni l'autre ne le ferait. Les voisins commençaient à jeter un coup d'œil à travers leurs fenêtres, se demandant probablement pourquoi un étudiant était assis sur des cartons devant une maison vendue. Madame Henderson, la voisine, s'est même avancée sous son porche, se cachant les yeux avec sa main pour essayer de mieux voir. L'humiliation me brûlait comme de l'acide. J'ai attrapé le carton le plus lourd et l'ai traîné vers le trottoir. Ma vision se brouillant avec des larmes que je refusais de laisser couler. Quels que soient les signes avant-coureurs que j'avais manqués, quels que soient les problèmes financiers qu'ils m'avaient cachés, rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Ils avaient fait leur choix, et ce choix ne m'incluait pas. Les heures suivantes se sont écoulées dans un brouillard d'appels téléphoniques et de plans désespérés. J'ai d'abord appelé ma colocataire Jessica, mais elle passait l'été à Seattle avec son petit ami. J'ai ensuite essayé d'appeler mes amis du groupe d'études, mais la plupart d'entre eux étaient déjà partis en stage ou rentrés chez eux pour retrouver leur famille. L'isolement m'a frappé plus durement que l'abandon. J'étais tellement concentré sur mes études que je n'avais jamais construit de véritable réseau de soutien à Sacramento. Finalement, j'ai joint Maya Patel. Une fille de mon dortoir de première année qui avait abandonné ses études en première année pour créer sa propre entreprise de conception de sites web. Daniel? Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air très mal en point. À travers des larmes que je ne pouvais plus contrôler, j'ai expliqué la situation. Maya m'a écouté sans m'interrompre, en émettant de petits sons de sympathie et d'indignation aux bons endroits. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Préparez tout ce que vous pouvez porter et venez, dit-elle enfin. J'ai un canapé et mon colocataire n'est pas en ville pour 2 semaines. Nous réglerons le reste plus tard. Ce simple geste de gentillesse a ouvert une brèche dans ma poitrine. J'avais tenu bon par pur entêtement, mais l'offre de Maya m'a rappelé que tout le monde ne m'abandonnerait pas quand les choses deviendraient difficiles. J'ai passé le reste de l'après-midi à trier ma vie éparpillée, à décider ce que je pouvais emporter et ce que je devais laisser derrière moi. Les albums de photos de l'école primaire, les annuaires que je n'avais jamais regardés, les animaux en peluche qui me semblaient ridicules aujourd'hui. Ils ont tous été placés dans la pile des objets à laisser. J'ai gardé mon ordinateur portable, mes manuels scolaires, suffisamment de vêtements pour 2 semaines et une petite boîte à bijoux en bois que ma grand-mère m'avait donnée avant de mourir. Le plus dur a été de laisser sur le trottoir les meubles de ma chambre d'enfant. Le bureau où je faisais mes devoirs tous les soirs jusqu'au lycée, l'étagère que mon père avait construite quand j'avais 12 ans, le miroir où je m'entraînais à répondre à mes questions d'entretien à l'université. Tout cela a été abandonné comme si cela n'avait jamais eu de sens. Ce soir-là, alors que je chargeais mes affaires dans la voiture de Maya, j'ai pris une décision qui allait définir les 2 prochaines années de ma vie. J'ai sorti mon téléphone et j'ai systématiquement bloqué tous les numéros liés à mes parents. Le portable de ma mère, le téléphone professionnel de mon père, même ma tante Carole qui aurait pu essayer de jouer les médiateurs. Puis j'ai effacé toutes leurs coordonnées, ne laissant aucune trace des personnes qui m'avaient élevé pendant 22 ans, pour ensuite se débarrasser de moi comme d'une responsabilité indésirable. Tu es sûr de ce que tu fais? Demanda Maya en me regardant effacer le dernier numéro. Ils ont fait leur choix, ai-je dit, me surprenant moi-même de la fermeté de ma voix. Maintenant, c'est à moi de faire le mien. Mais même en prononçant ces mots, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que ce n'était pas vraiment la fin. Quelque chose dans la façon dont ma mère m'avait rejeté avec tant de désinvolture, comme si j'étais un problème qu'elle avait enfin résolu, me disait que cette histoire n'était pas terminée. Les gens qui abandonnent leurs responsabilités reviennent généralement en rampant quand ils ont besoin de quelque chose, et quand ce jour viendra, je serai prête pour eux. Vivre avec Maya était censé être temporaire,
Mais le temporaire s'est étiré sur 3 mois alors que je me démenais pour reconstruire ma vie à partir de rien. J'ai trouvé un emploi à temps partiel dans un café local tout en terminant mes cours d'été en ligne, en dormant sur le canapé de Maya et en essayant de faire semblant que le fait de me réveiller sans abri n'avait pas complètement fait dérailler mon avenir soigneusement planifié. Le pire n'était pas l'inconfort physique, ni même la pression financière. C'était la question constante et lancinante de savoir pourquoi. Quel genre de parents vendent leur maison et déménagent à l'autre bout du pays sans le dire à leur enfant? Quel genre d'urgence vous oblige à abandonner votre fille sans rien d'autre qu'une note adhésive et quelques boîtes en carton? Je me suis jetée dans le travail et l'école avec une intensité qui a inquiété Maya. Tu vas t'épuiser, m'a-t-elle prévenu un soir, alors que j'étais penchée sur mon ordinateur portable à 2 heures du matin, travaillant à la fois sur un projet de cybersécurité et sur une présentation pour le programme de formation du gérant de mon café. Je ne peux pas me permettre de m'épuiser, ai-je répondu sans lever les yeux. J'ai tout perdu une fois. Je ne veux pas que cela se reproduise. Maya s'est assise à côté de moi sur le canapé, l'air grave. As-tu pensé qu'ils avaient peut-être une bonne raison? Je ne les défends pas, mais les parents n'ont pas l'habitude de s'arrêter comme ça. Il n'y a pas de bonne raison pour ce qu'ils ont fait. S'ils avaient vraiment des problèmes, ils auraient pu appeler. Ils auraient pu s'expliquer. Ils auraient pu me donner plus de 12 heures de préavis pour réfléchir à ma vie. Mais les mots de Maya sont restés gravés dans ma mémoire. Au cours des semaines suivantes, je me suis retrouvée à faire des recherches sur mes parents en ligne pendant mes pauses au travail. James et Patricia Price n'avaient aucune présence sur les médias sociaux, aucun dossier public en Floride que j'ai pu trouver, aucune trace de leur nouvelle vie qui aurait pu me donner des réponses. C'est Brandon, mon collègue de café, qui a accidentellement fourni le premier indice. Il parcourait Facebook pendant notre pause déjeuner lorsqu'il a levé les yeux, l'air confus. « Et, tu n'as pas dit que tes parents avaient déménagé en Floride? » « Oui, mais pourquoi ?» Il a tourné son téléphone vers moi, montrant une photo de groupe de quelque chose appelé Sacramento Community Board Meeting, réunion du conseil communautaire de Sacramento. Au dernier rang, à peine visible mais indubitablement mon père, se tenait James Price. Et la photo était datée de 3 jours avant que je ne rentre à la maison pour trouver l'affiche vendue. Mes mains ont commencé à trembler. C'est impossible. Ils m'ont dit qu'ils avaient déjà déménagé. Brandon zoome sur l'image. C'est bien ton père, non? Les mêmes lunettes, la même chevelure fuyante que tu m'as montrée sur ces photos. J'ai regardé la photo jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Mon père était à Sacramento 3 jours avant que je ne rentre à la maison. 3 jours avant que je ne retrouve ma vie dans des cartons, ce qui signifiait qu'ils n'avaient pas été forcés de vendre rapidement. Ils avaient tout planifié. Ils avaient participé à des réunions communautaires, probablement discuté de leur déménagement avec les voisins, peut-être même célébré leur habile évasion de la responsabilité parentale. Il faut que je passe un coup de fil, dis-je à Brandon, en prenant mon sac à main et en me dirigeant vers l'allée derrière le café. J'ai débloqué le numéro de ma mère et j'ai composé le numéro, mon cœur battant contre mes côtes. Elle a répondu à la 2e sonnerie, d'une voix prudente mais pas surprise. Daniel, tout va bien? Tu m'as menti. Les mots sont sortis plats et froids. Tu étais encore à Sacramento quand je suis rentrée. Papa était à une réunion de la communauté 3 jours avant que tu ne m'abandonnes. Le silence s'est étendu entre nous pendant plusieurs battements de cœur. Quand elle a enfin parlé, sa voix avait perdu tout semblant d'inquiétude. Et alors? Quelle différence cela fait-il? Le résultat est le même. La différence, c'est que tu as eu le temps de planifier, le temps de m'appeler, le temps d'organiser quelque chose de mieux que de me laisser sans abri avec une note autocollante. Ma voix s'élevait. Mais je m'en moquais. Tu as choisi de faire les choses de cette façon. Tu voulais m'abandonner sans avoir à gérer ma réaction. Oh, pour l'amour du ciel, Daniel, tu es ridicule. Nous savions que tu trouverais quelque chose. Tu as toujours été pleine de ressources. Son ton dédaigneux m'a fait bouillir le sang. D'ailleurs, ça marche très bien, n'est-ce pas? Tu es indépendante maintenant, comme nous l'avons toujours voulu. Indépendante? J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. Tu penses que faire de ta fille une sans-abri, c'est être un bon parent? Nous n'avons pas fait de toi une sans-abri.
Nous t'avons donné l'occasion de voler de tes propres ailes au lieu de courir vers papa et maman chaque fois que les choses devenaient difficiles. Sa voix avait ce ton condescendant familier que je me rappelais des disputes de mon enfance. Tu devrais nous remercier. Vous remercier? La rage qui montait depuis des mois a enfin trouvé sa voie. Pourquoi? Pour m'avoir appris que les gens qui sont censés m'aimer le plus m'abandonnent sans crier gare? De m'avoir montré que la famille ne signifie rien quand elle devient gênante? Tu dramatises. Nous t'avons élevé pendant 22 ans. Nous avons payé ton éducation, mis un toit sur ta tête, t'avons nourri et habillé. Nous ne te devions plus rien après cela. Chaque mot m'a fait l'effet d'une gifle. La plupart des jeunes partent à 18 ans. Nous t'avons donné 4 années supplémentaires. Vous ne m'avez rien donné. Vous m'avez tout pris. Je pleurais maintenant, des larmes chaudes de fureur et de douleur coulaient sur mes joues. Je t'aimais. Je te faisais confiance. Je suis rentrée à la maison excitée de te voir et tu m'as jeté comme un déchet. Peut-être que cela t'apprendra à ne pas être aussi dépendante des autres. Sa voix devenait plus aiguë, plus irritée. Le monde ne te doit rien, Daniel. Plus tôt tu l'apprendras, mieux tu te porteras. La cruauté désinvolte de son ton a brisé quelque chose en moi. Tu as raison, ai-je dit à voix basse. Le monde ne me doit rien, et toi non plus. Ce qui veut dire que je ne te dois rien non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'en ai fini. Avec toi, avec papa, avec le fait de prétendre que nous sommes une famille. Tu veux que je sois indépendante? Félicitations. Tu as créé quelqu'un qui n'a pas du tout besoin de toi. J'ai pris une respiration tremblante. Ne m'appelle plus. Ne m'envoie plus de textos. N'envoie pas de cartes de Noël, de messages d'anniversaire ou de messages de culpabilité par l'intermédiaire de la famille. Tu voulais que je sorte de ta vie? Tu l'as eu. Là, c'est de l'enfantillage. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué le numéro à nouveau. Puis j'ai bloqué le numéro de mon père, le numéro de ma tante Carole et tous ceux qui auraient pu essayer de me faire culpabiliser pour que je me réconcilie. J'ai effacé les messages vocaux que j'avais conservés des temps heureux, supprimé les photos de famille de mes réseaux sociaux et systématiquement effacé toute trace numérique des personnes qui m'avaient élevé. Maya m'a trouvé dans l'allée 20 minutes plus tard, toujours en train de pleurer et tremblant d'adrénaline. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai vu sortir en courant comme si le bâtiment était en feu. Je lui ai parlé de la photo, de l'appel téléphonique, de l'aveu informel que mon abandon avait été complètement planifié et calculé. Je l'ai écouté avec une indignation croissante, ses yeux sombres s'illuminant de colère en mon nom. Ce sont des sociopathes, a-t-elle déclaré sans ambages. Des parents normaux ne font pas ça. Les parents normaux ne prévoient pas d'abandonner leurs enfants et de faire comme si c'était une faveur. Je me disais que j'avais dû faire quelque chose de mal. Avoir été une mauvaise fille d'une manière ou d'une autre. Les mots étaient comme du verre dans ma gorge. Mais je n'arrive pas à penser à quoi que ce soit. J'avais de bonnes notes, j'évitais les ennuis, je les appelais chaque semaine de l'école. Je les aimais. Et c'est exactement pour ça que ce n'est pas ta faute, dit Maya en me serrant fort dans ses bras. Tu étais une bonne fille pour de mauvais parents. Certaines personnes ne devraient pas avoir d'enfants. Alors que nous rentrions dans le café, j'ai senti quelque chose changer en moi. La partie de moi qui espérait une réconciliation, la partie qui cherchait des excuses à leur comportement, est finalement morte. Ils m'avaient montré exactement qui ils étaient. Et j'étais enfin prête à les croire. Et la révélation de l'abandon calculé de mes parents a déclenché quelque chose de dangereux en moi, une détermination froide et concentrée qui a surpris même Maya. Au lieu de m'apitoyer sur mon sort, j'ai canalisé ma rage dans l'action. J'ai postulé à toutes les bourses, subventions et programmes d'alternance que j'ai pu trouver. J'ai fait des heures supplémentaires au café et j'ai commencé à travailler en freelance comme consultante en cybersécurité pour des petites entreprises. En août, j'avais économisé suffisamment d'argent pour m'acheter un studio près du campus. Il était minuscule, à peine plus grand qu'un dressing, mais il était à moi. Personne ne pouvait le vendre sous mes pieds ou me laisser avec rien d'autre qu'une note d'adieu autocollante. Maya m'a aidé à déplacer mes quelques affaires. Pour la plupart les mêmes que celles que j'avais récupérées dans les cartons quelques mois plus tôt.
Tu es sûr de ne pas vouloir attendre et trouver quelque chose de plus grand, me demande-t-elle en regardant l'espace exigu d'un air dubitatif. C'est parfait, dis-je en posant mon ordinateur portable sur le bureau d'occasion que j'ai acheté pour $50. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Ce dont j'avais besoin, c'était d'une autosuffisance totale. Je me suis replongé dans mes études avec une concentration renouvelée, attaquant mes cours de cybersécurité comme si ma vie en dépendait. Car d'une certaine manière, c'était le cas. Chaque compétence que j'ai acquise, chaque certification que j'ai obtenue, chaque relation professionnelle que j'ai nouée était une nouvelle couche d'armure qui m'empêchait d'être à nouveau vulnérable. Le professeur Williams a immédiatement remarqué le changement dans mon travail. Daniel ? Votre dernier projet sur les tests d'intrusion dans les réseaux est un travail de niveau universitaire, m'a-t-il dit un jour après la classe. Avez-vous envisagé d'accélérer l'obtention de votre diplôme ? En fait, j'y avais songé. En combien de temps pourrais-je terminer ? Si vous prenez des cours d'été et que vous surchargez votre emploi du temps, vous pourriez obtenir votre diplôme avec une année d'avance. La charge de travail sera intense, mais au vu de tes récents résultats, je pense que tu pourras y arriver, a-t-il dit en haussant les épaules. Ce soir-là, j'ai élaboré un plan académique agressif qui me permettrait d'obtenir mon diplôme en décembre au lieu du printemps suivant. Cela signifiait que je devais suivre 6 cours par semestre au lieu de 4, faire des stages pendant toutes les vacances et pratiquement éliminer toute vie sociale que j'aurais pu construire. Mais cela signifiait aussi entrer sur le marché du travail avec un an d'avance sur mes pairs, avec un an de moins de dettes et un an de plus de distance avec les gens qui m'avaient abandonné. Le plan fonctionnait parfaitement jusqu'en novembre, quand tout a changé à nouveau. J'étais au milieu d'un devoir de cryptographie particulièrement difficile lorsque mon téléphone a vibré avec une notification que je n'avais pas vue depuis des mois, une demande de message sur les médias sociaux de la part d'une personne nommée Patricia Price. Ma mère m'avait retrouvé. Daniel, chéri, je sais que tu es en colère, mais il faut qu'on parle. Appelle-moi, s'il te plaît. Nous avons des problèmes et nous avons besoin de ton aide. Tu es la seule à pouvoir nous aider maintenant. J'ai regardé le message pendant un long moment, le cœur battant la chamade. Une partie de moi voulait l'effacer immédiatement, pour maintenir le mur que j'avais construit autour de moi. Mais une autre partie était curieuse de savoir quel genre de problème pouvait pousser ma mère à me contacter après des mois de silence radio. J'ai fait une capture d'écran du message et l'ai envoyé à Maya avec un simple point d'interrogation. Elle m'a répondu immédiatement. Oh, diable, non. N'y pense même pas, mais j'y ai pensé. Pas parce que je voulais les aider. Ce projet avait été abandonné il y a longtemps. J'y pensais parce que pour la première fois depuis qu'ils m'avaient abandonné, je détenais tout le pouvoir. Ils avaient besoin de quelque chose de moi, quelque chose qu'ils ne pouvaient obtenir nulle part ailleurs. Et après des mois passés à être celle qui a été laissée pour compte, écartée et rejetée. L'idée d'avoir besoin de moi me paraissait enivrante. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches sur le genre de problèmes que 2 retraités d'âge moyen pouvaient rencontrer en Floride. Quoi qu'il en soit, je sentais que j'étais sur le point de découvrir que l'abandon cruel de mes parents avait été motivé par plus qu'un simple désir d'indépendance. Je n'ai pas répondu immédiatement au message de ma mère. Au lieu de cela, j'ai passé 3 jours à faire des recherches sur James et Patricia Price à Tampa, en Floride, en utilisant tous les outils et techniques de cybersécurité que j'avais appris. Ce que j'ai trouvé était encore pire que ce que j'avais imaginé. Les archives publiques ont montré qu'ils avaient acheté un appartement de luxe dans une communauté fermée pour $800,000. Soit près de 3 fois le prix auquel ils avaient vendu notre maison de Sacramento. Ils ont également acheté une nouvelle Mercedes et effectué plusieurs croisières coûteuses, d'après les messages publiés sur les réseaux sociaux par ma cousine Patricia. Mais ce qui est le plus intéressant, ce sont les événements récents. Il y a 3 mois, mon père avait été arrêté pour fraude à l'investissement. Il avait apparemment monté une chaîne de Ponzi ciblant les retraités de leur communauté, en promettant des rendements impossibles sur des investissements en crypto-monnaie. La combine s'est effondrée lorsque trop d'investisseurs ont essayé de retirer leur argent en même temps. Le message désespéré de ma mère a soudain pris tout son sens. Ils n'étaient pas en difficulté. Ils faisaient face à des accusations fédérales. Ils avaient besoin de leur fille, l'experte en cybersécurité, pour les aider à cacher l'argent volé, à manipuler des preuves ou à faire n'importe quelle chose illégale qu'ils pensaient que je serais prête à faire pour la famille. Après avoir découvert leur crime, j'ai senti une satisfaction froide s'installer en moi. Ils m'avaient abandonné pour courir après l'argent facile dans un style de vie luxueux,
et maintenant que tout s'était effondré, ils attendaient de moi que je les sauve. L'audace était à couper le souffle. J'ai préparé ma réponse avec soin. Je suis désolé d'apprendre que vous rencontrez des difficultés. Malheureusement, je suis très occupé par mes études et mon travail. Je suis sûr que vous trouverez une solution. Tu as toujours dit que je devais être plus indépendante. Et il est peut-être temps pour toi de suivre ton propre conseil. J'ai appuyé sur envoyer et je l'ai immédiatement bloqué sur cette plateforme également. En quelques heures, j'ai reçu des demandes d'amis de la part de mon père, de ma tante Carole et de 2 personnes que je n'ai pas reconnues et qui étaient probablement des amis de la famille recrutés pour me joindre. Je les ai toutes bloquées sans ouvrir leurs messages. Et la semaine suivante, les tentatives de contact se sont multipliées, des numéros de téléphone inconnus ont appelé mon travail, des courriels ont été envoyés sur le compte de mon université, et même une lettre certifiée a été expédiée depuis mon ancienne adresse. J'ai tout ignoré, me concentrant sur mes projets finaux et mes demandes d'emploi. Maya a observé mon rejet systématique de leurs appels avec un peu d'admiration. Tu ne vas vraiment pas les aider du tout? Les aider à quoi? À cacher de l'argent volé? Faire obstruction à la justice? J'ai haussé les épaules. Ils m'ont appris que la famille ne se doit rien. Je ne fais que suivre leurs leçons. Le point de rupture s'est produit en décembre, quelques semaines avant mon diplôme anticipé. Je traversais le campus après mon dernier examen final lorsqu'une femme s'est approchée de moi près de la bibliothèque. Elle était d'âge moyen, habillée de manière professionnelle et se comportait avec l'assurance de quelqu'un qui a l'habitude d'obtenir des réponses. Daniel Price, je suis l'agent Sandra Martinez du FBI. J'aimerais vous parler de vos parents. Mon sang s'est glacé, mais j'ai forcé ma voix à rester stable. Je n'ai pas de parents. L'agent Martinez a haussé un sourcil. Je comprends que vous vous êtes éloignés l'un de l'autre, mais j'ai des documents qui montrent que James et Patricia Price vous ont déclaré comme personne à charge sur leur déclaration d'impôt jusqu'à l'année dernière. Ils vous ont également inscrit comme contact d'urgence sur plusieurs documents financiers. C'est une nouvelle pour moi, ai-je dit honnêtement. Je ne leur ai pas parlé depuis l'été dernier. Pourtant, ils ont dit aux enquêteurs que leur fille les aidait à gérer leurs finances à distance. Ils affirment que vous avez accès à plusieurs comptes offshore qu'ils utilisent pour dissimuler des actifs. L'agent Martinez a étudié mon visage avec attention. Ils ont fourni vos coordonnées et vos dossiers universitaires comme preuve de vos capacités techniques. La rage qui m'a envahi était si intense que j'ai vu des taches rouges à la périphérie de ma vision. Ils ne m'avaient pas seulement abandonné. Ils essayaient maintenant de me faire porter le chapeau pour leurs crimes. Même après avoir coupé tout contact, ils trouvaient encore le moyen de détruire ma vie. J'ai besoin de voir les papiers d'identité, ai-je dit en sortant mon téléphone. Et ensuite, je dois appeler mon avocat. L'agent Martinez a eu l'air surpris. Vous avez un avocat? Je l'aurai dans environ 5 minutes. Je faisais déjà défiler mes contacts pour trouver le numéro de l'aide juridictionnelle que l'université m'avait fourni. Parce que si mes parents prétendent que je les ai aidés à commettre des crimes fédéraux, j'ai besoin d'une représentation juridique immédiatement. L'enquête du FBI qui a suivi a été le mois le plus terrifiant de ma vie, mais aussi le plus vindicatif. Chaque document que j'ai fourni, chaque alibi que j'ai établi, chaque élément de preuve qui a prouvé mon innocence, a également prouvé la culpabilité de mes parents de manière plus concluante. Lorsqu'ils ont finalement été condamnés à 15 ans de prison fédérale, je n'ai ressenti que du soulagement à l'idée de ne plus jamais avoir à les revoir, alors que je traversais l'estrade de la remise des diplômes avec 6 mois d'avance. Diplôme en main et offre d'emploi de Naxora Lab en poche. Je me suis rendu compte que leur abandon avait été la meilleure chose qui me soit arrivée. Ils m'avaient forcé à devenir quelqu'un qui ne pourrait plus jamais être abandonné.
Sky.